La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Voici les titres. Bientôt une centrale thermique au Togo. Elle permettra enfin au Togo d'être énergétiquement indépendant. La première pierre a été posée ce jour. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté à l'unanimité le projet de loi portant code des investissements au Togo. Une disposition susceptible d'améliorer davantage le climat des affaires dans notre pays. Et puis le système des Nations Unies mise sur les compétences qui sortiront des universités publiques du Togo pour soutenir les projets et programmes de développement dans notre pays. Un partenariat lie désormais les universités de Lomé et de Kara et le système des Nations Unies. Les détails dans cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, le président de la République a reçu en audience ce jour le co-directeur général de Emergency Capital Partners. ECP est un fonds d'investissement dédié au continent africain. Et ensemble avec le chef de l'État-fort Eswazimna Nyazingbe, ils ont évoqué le projet de la centrale thermique Kekeli, dont la première pierre a été posée ce jour. Nous écoutons à présent Monsieur Vincent Le Guénou au sortir de l'audience au micro de Ramdan Bassina. L'objectif de notre visite au Togo et à Lomé en particulier, c'est bien évidemment la cérémonie de la pose de la première pierre de la centrale électrique de Kekeli. ECP, qui est le premier actionnaire ou l'actionnaire majoritaire de la société industrielle panafricaine Eranov, qui pilote ce projet Kekeli. Donc ECP et Eranov sont très fiers d'accompagner le développement du Togo et la réalisation de son plan national de développement. Donc à ma gauche, monsieur Marc Alberola, qui est directeur général du groupe Eranov, donc qui pilote le projet Kekeli. Nous avons également discuté de notre implication dans les services financiers, puisque ECP est le premier actionnaire et l'actionnaire majoritaire de Aura Group, donc pôle bancaire, qui intervient dans l'ensemble de la zone Afrique de l'Ouest francophone. Et ça a été l'occasion pour nous de présenter le nouveau directeur général d'Aura Group, en l'occurrence M. Ferdinand Gon, qui est ici à ma droite. Nous avons bien entendu reçu une écoute tout à fait favorable du chef de l'État sur ces sujets prioritaires que sont les finances et les infrastructures, et en particulier la production électrique. Et la centrale thermique Kekeli Efficient Power verra le jour donc dans la zone portuaire, précisément à Bétiobé. Elle permettra d'accroître la capacité énergétique du Togo et réduire ainsi sa dépendance. Et c'est le Premier ministre Komi Selom Klassou qui a procédé ce jour donc à la pose de la première pierre de cette future centrale thermique Kekeli, comme vous le voyez donc sur ces images. Une centrale thermique qui sera construite donc dans la zone portuaire. Nous reviendrons en détail sur cette cérémonie de pose de première pierre dans le courant de cette édition. Je vous le disais également en titre, les députés à l'Assemblée nationale étaient réunis hier pour la 7e séance de la première session ordinaire de cette année. Au cœur de la discussion législative, le projet de loi portant code des investissements au Togo. À l'unanimité, les députés ont voté cette loi destinée à l'amélioration du climat des affaires et à rendre plus attractif le Togo aux yeux des investisseurs internationaux. Les détails avec Augustin Kossi. La refonte du Code des investissements du Togo répond à une volonté, celle de l'amélioration du climat des affaires et du renforcement de l'attractivité du pays. Cette préoccupation des plus hautes autorités du pays, les élus de la 6e législature l'ont bien comprise. Ils ont voté à l'unanimité la loi portant Code des investissements au Togo. Une loi qui intègre les mesures incitatives aux investissements et oriente l'action des investisseurs vers une croissance économique forte, soutenue par
pas la création des emplois. Pour le gouvernement, ce code crée les conditions nécessaires à la mobilisation des ressources et lui donne les moyens adéquats pour un contrôle efficace des investissements. En lien avec les objectifs du Plan national de développement, le présent code vise essentiellement 3 objectifs. Premièrement, la redynamisation des activités économiques. Deuxièmement, la stimulation des investissements et la création de la richesse pour une croissance soutenue et inclusive. Enfin, la promotion de l'emploi. La loi que vous venez d'adopter comporte des innovations majeures, notamment le recours à des incitations proportionnelles à l'importance des investissements réalisés et aussi à l'emploi. L'amélioration des incitations fiscales suivant les zones d'implantation des entreprises. L'introduction de la notion de statut de siège régional d'entreprise internationale ou de centre opérationnel de ces mêmes entreprises, permettant des incitations à l'emploi renforcées dans l'octroi de ce statut. La fusion des régimes d'agrément et de déclaration au sein d'un même régime. La simplification des formalités à travers l'opérationnalisation de l'Agence nationale de promotion des investissements et de la zone franche API-ZF en tant que guichet unique et un suivi renforcé des investissements permettant le contrôle des engagements pris et une visibilité accrue sur l'ensemble des agréments accordés. La célérité dans l'instruction des dossiers d'agrément dont le délai est fixé à 30 jours maximum. Et enfin, la limitation des régimes dérogatoires aux seuls agréments dérogatoires confirmés par voie législative. Le Code des investissements tient également compte des normes régionales et des standards internationaux. Un cadre incitatif destiné à rendre davantage plus attractif l'environnement des affaires au Togo. Un outil qui met au cœur de la stratégie de croissance économique les investissements selon Yawa Djigbodi-Tchega, la présidente de l'Assemblée nationale. Comme le disent les spécialistes, l'investissement est au cœur de la stratégie de croissance des entreprises, des économies et des économies nationales. Aussi, tous les États déploient-ils des stratégies pour séduire les potentiels investisseurs afin de développer et diversifier leur économie. Mais en économie, un investissement est destiné à augmenter en long terme la richesse de celui qui l'engage. Ainsi, seules les meilleures offres, pour ne pas dire les meilleurs codes des investissements, attirent et retiennent les opérateurs économiques. À l'heure du plan national de développement PND, qui a besoin des financements du secteur privé, notre pays se doit de mettre en place un instrument juridique qui soit susceptible d'être interprété par les opérateurs économiques comme incitatif et faisant véritablement la promotion des investissements. En visant l'accroissement massif des investissements, le nouveau code initié par le gouvernement sous la haute autorité de son Excellence M. Faure Esazimna Gnassingbé, président de la République, cherche surtout à faciliter la création d'emplois, à encourager l'utilisation des matières premières locales ainsi que des technologies adaptées aux réalités togolaises. Enfin, le nouveau code intègre dans son champ d'application de nombreux secteurs d'activité qui n'étaient pas pris en compte dans l'ancien code. Le dernier code des investissements du Togo en vigueur date seulement de 2012. Ce nouveau code réparti en 8 chapitres traite des garanties des investissements et règlement des différends, des questions relatives à l'agrément, à l'investissement et consacre des dispositions à l'organisme chargé de son administration et de la zone franche.
Le ministère de la Communication va bientôt se doter d'une politique nationale de la communication et de l'information. Un outil qui permettra donc de faire la communication autrement au Togo. Et le processus a été enclenché ce mercredi. Les précisions avec Arnaud Kili. Dans une démarche participative et inclusive, le ministère de la Communication veut se doter d'une politique nationale de la communication et de l'information. Ce document de planification stratégique va fédérer toutes les activités, tous les départements du secteur de la communication pour un pilotage efficace des projets et programmes du gouvernement. Cet atelier a pour but de baliser la voie pour l'élaboration d'une politique du secteur de la communication, une politique qui prenne en compte toutes les attentes, tous les aspects des préoccupations, aussi bien du monde de la communication que des citoyens togolais. La communication est en amont et en aval de la vie sociale. Et tous nos échecs, nos succès proviennent de notre manière de communiquer. Et donc, le gouvernement a jugé utile de doter notre pays, le Togo, d'une politique nationale de la communication et de l'information, afin de mieux cadrer tout ce qui est du ressort de la communication. Le ministre Folimerzi Katari, en charge de la communication, a invité les acteurs du domaine à apporter leur contribution pour parfaire le document. L'une des actions principales devant permettre de doter le secteur de la communication d'une vision à court et moyen terme est bien l'élaboration d'une politique sectorielle qui contribue efficacement à l'atteinte des objectifs du plan national de développement PND 2018-2022. L'élaboration de cette politique s'inscrit par ailleurs dans le contexte de la mise en œuvre des objectifs du développement durable et dans la dynamique des réformes en cours au Togo qui recommande la conception et la mise en œuvre des stratégies sectorielles en vue d'un pilotage efficace des secteurs. C'est au vu de ce qui précède que le ministère chargé de la communication s'est résolument engagé pour l'élaboration d'un document de planification de qualité au service de tous. Pour ce faire, il est nécessaire et impérieux au secteur de la communication de se doter d'un document de planification devant regrouper toutes les actions à mener sur la période quinquennale 2020-2024. Après la dépénalisation des délits de presse, l'aide de l'État à la presse et les formations des journalistes, le Togo veut aller plus loin avec la politique nationale de la communication et de l'information pour faire du secteur clé un vrai outil de développement socio-économique. Direction les régions de la Kara et des Savanes où des professionnels de radio communautaires sont en formation. Ces radios ont été sélectionnés pour participer à la campagne électorale des conseillers municipaux. Mais comment le feront-elles? C'est justement l'objet de cette formation initiée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Le compte rendu avec nos correspondants Nestor Mozo et Désiré Aloy. La date fixée pour les élections des conseillers municipaux au Togo, c'est le 30 juin prochain. Pour la campagne électorale de ces consultations, les partis politiques, les regroupements de partis politiques et les candidats indépendants auront besoin des médias pour la visibilité de leur programme de société. En dehors des médias d'État, les privés aussi sont concernés, dont les radios communautaires. Ces radios doivent participer à la campagne en respectant les normes établies. Concernant ces normes, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a pris certaines décisions. Ce sont elles que la HAC partage à cette rencontre avec les professionnels des radios communautaires de la région de la Kara, autorisés à couvrir la campagne électorale. Il s'agit de l'arrêté portant décision de programmation, de publication et de diffusion
des reportages lors de cette période à travers des radios qui ont été désignées, les radios communautaires et locales notamment, qui sont des radios qui généralement, à cause de leur cahier de charge, n'avaient pas l'habitude de pouvoir couvrir des campagnes de ce genre. Nous ne pouvons pas organiser de telles élections sans que ces radios, qui sont des radios qui appartiennent aux populations à la base, ne puissent s'exprimer. Nous avons également pris une autre décision qui est une recommandation qui permet de canaliser toutes ces radios, de leur permettre de faire le travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie. L'autre, c'est le code de bonne conduite du journaliste. La HAC dispose de correspondants dans chaque préfecture pour suivre ces radios afin de relever les ratés s'il y en a, pour agir à temps pour éviter le pire. Radio Voix d'Assoli, Kosa FM, Sama FM, Radio Daoul, Radio Kéran sont les médias communautaires retenus pour la campagne pour les élections municipales. Ils viennent des partis politiques et des indépendants qui ont des listes validées pour l'élection des conseillers municipaux du 30 juin 2019 au niveau de la région des Savanes. Des acteurs, candidats et les journalistes ensemble à l'école de bonne pratique. Une prescription de la HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'instance de régulation des médias, des dispositions à prendre, des lignes de conduite, tests à respecter pour une bonne couverture médiatique. Pour ces élections des conseillers municipaux qui n'ont pas eu lieu depuis 32 ans au Togo, la HAC a pris des dispositions particulières, exceptionnelles, pour permettre aux candidats de pouvoir s'exprimer sur les médias dans leur localité. Parce que ces élections ont un caractère spécifiquement local. Donc pour permettre aux candidats de s'exprimer, la HAC a décidé d'associer à cette campagne des radios communautaires et des radios rurales. Nous avons sélectionné dans chaque région les radios qui vont assurer cette campagne. Mais ça ne veut pas dire que les autres radios commerciales ne vont pas participer à la campagne. Donc il faut préciser que le passage des candidats sur les médias officiels est gratuit. Pour permettre la même chose aux autres partis, surtout les petits partis et les partis indépendants qui ne couvrent pas tout le territoire, de pouvoir passer leur message aussi gratuitement. C'est pour ça que nous avons sélectionné des radios communautaires et des radios rurales pour pouvoir assurer ce passage des messages dans leur région, dans leur localité. L'imprégnation des grands axes touchant les conditions de production sur les médias, le respect par ces médias des principes de pluralisme, d'équité, d'information, la recommandation et le code de bonne conduite d'une part. Et d'autre part, le mode de scrutin, l'organisation des communes, le calcul des sièges et le contentieux électoral ont été l'objet d'échanges. Pour une élection des conseillers municipaux réussie, la contribution de tous les acteurs reste déterminante. Le respect de la loi, des tests réglementaires de la couverture médiatique de la campagne électorale, le code de bonne conduite notamment, vont amener à préserver la paix avant, pendant et après les élections. La mise en œuvre du plan national de développement PND et l'atteinte des ODD, objectifs de développement durable, nécessite de la compétence. Une compétence dont seront dotés les apprenants des universités publiques du Togo. Raison pour laquelle le système des Nations Unies vient de nouer un partenariat avec les 2 temples du savoir. Les détails avec Yata Aratem. Le système des Nations Unies et les universités publiques du Togo, ensemble pour appuyer la mise en œuvre du plan national de développement PND, une synergie pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable dans le pays. Cet accord devra favoriser l'engagement des institutions onusiennes auprès des universités publiques du Togo pour la mise en œuvre efficiente des programmes et projets. Le Togo vient de lancer un ambitieux plan national de développement avec des objectifs qui sont très clairs, très précis, très ambitieux mais réalisables. Quand on regarde les ambitions du plan national de développement, on se rend compte aisément qu'on ne peut pas mettre de côté l'entité qui produit, diffuse et partage le savoir.
Et l'université étant un vivier avec, je crois, actuellement plus de 70 000 étudiants, constitue pour nous un partenaire privilégié. C'est pour ça que nous avons décidé de signer cette convention qui va permettre de libérer les énergies de toutes parts et de permettre aux agents du système des Nations Unies non seulement de profiter, de continuer à faire ce qu'elles font en ce moment, mais aussi d'élargir surtout les champs d'intervention qui sont bien arrimés avec les ambitions de développement du Togo. Un nouvel accord de partenariat qui s'étend sur la période 2019-2023 et touche des domaines tout aussi variés, le renforcement de la gouvernance universitaire, le digital et l'intelligence artificielle, la production et l'utilisation du savoir, y compris les études et recherches approfondies. Les universités publiques du Togo ont toujours collaboré avec le système des Nations Unies. Un partenariat change toujours la vie des institutions et c'est ce que nous vivrons à travers les différents domaines qui ont été égrenés dans le cadre de la convention qui vous a été présentée. La mise en œuvre a été rappelée, d'abord la mise en place d'un comité de pilotage qui saura dès lors définir les grands axes. Le gouvernement togolais salue cette collaboration entre le système des Nations Unies et les universités du Togo. Elle permettra à terme de contribuer au renforcement des compétences nécessaires à la réalisation du PND. Les actions que vous envisagez de mener à travers cette convention s'inscrivent parfaitement dans le cadre du plan national de développement PND 2018-2022. Principal référentiel en matière de développement de notre pays, lancé par son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé. J'exhorte tous les acteurs impliqués dans cette convention, chacun en ce qui le concerne, et selon les missions qui sont assignées particulièrement à apporter ses compétences pour un aboutissement heureux des projets inscrits dans le cadre du partenariat. Pour notre part et conformément à notre mission, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ne ménagera aucun effort pour vous apporter son soutien à l'atteinte des objectifs que vous vous êtes assignés à travers la présente convention. Le système des Nations Unies n'est pas à sa première convention avec les universités du Togo. Plusieurs programmes sont en cours d'exécution, y compris des masters en planification. D'autres masters, à l'instar des statistiques sociales, sont annoncés pour bientôt. Les outre-mer français constituent-ils une autre forme de décolonisation? À cette question, l'ambassadeur de France au Togo a répondu par l'affirmative. Et c'était hier devant le club diplomatique de Lomé. Les précisions avec Ulrich Amega et Ekwe Salah. Sujet peut-être Il a fallu plus de 2 heures pour passer de fond en comble l'histoire de la France des Outre-mer. Devant le club diplomatique de Lomé, l'ambassadeur de France au Togo a, dans sa présentation, apporté des éclaircies sur le statut juridique des Outre-mer français, la position actuelle de la France vis-à-vis de ses collectivités territoriales et la zone économique exclusive. J'ai voulu montrer que finalement la République avait une certaine souplesse institutionnelle et offrait à ces territoires et à leur population les statuts qui leur convenaient tout en étant ouverte à des évolutions, voire même à l'indépendance de certains territoires qui le souhaiteraient, comme par exemple en Nouvelle-Calédonie. Il y a un débat sur l'indépendance, il y en a qui la souhaitent, il y en a qui ne la souhaitent pas. Il y aura des consultations et la République est parfaitement décontractée à ce sujet. C'est ce que j'ai voulu montrer à mes collègues et ici à des collègues africains en particulier qui, depuis les années 60, avaient peut-être oublié que certains territoires avaient fait le choix de rester dans la République et avaient évolué depuis, que ce n'est pas la France qui absolument tenait à s'y maintenir, mais c'est qu'il y avait une sorte de charte, fabriquer une espèce de laboratoire du vivre ensemble, malgré la distance et malgré le fait qu'on était sur plusieurs continents. La thématique autour du statut juridique des Outre-mer présentée est assez édifiante pour l'assistance et les interventions ont été bien mesurées pour mieux maîtriser la problématique. Ce sujet a également laissé quelques peut-être inquiétudes, quelques soifs chez certains. Je crois que la conclusion, monsieur l'ambassadeur, que vous aviez été excellent, vous aviez convaincu
certains et vous n'aviez pas convaincu d'autres. Ce qui justifie ce que certains membres ici ont souhaité que l'on puisse se revoir pour continuer la discussion autour de la question de la décolonisation et du rôle de la France dans le monde. Nous avions eu il y a 2 mois le coordinateur du système des Nations Unies, M. Damien Mama. Aujourd'hui, c'est l'ambassadeur de France, celui qui est prêt à se jeter à l'eau. J'espère que c'est dans 3 mois, on le reverra ici. Et le club diplomatique de Lomé se sépare dans l'espoir de se retrouver dans 3 mois pour discuter d'autres questions d'actualité des pays membres du club. Également dans l'actualité de ce mercredi, l'arrivée ce soir à Lomé du vice-président de la Commission européenne en charge de l'emploi, de la croissance, des investissements et de la compétitivité, Jyrki Katainen. Il a été accueilli à l'aéroport international Gnassingbé Adema par le ministre en charge du commerce et de la promotion du secteur privé, Kodjo Adedje. Il faut rappeler que le vice-président de la Commission européenne est à Lomé dans le cadre du forum Togo-UE qui s'ouvre demain jeudi 13 juin à l'hôtel 2 février. Voilà donc les images de l'arrivée, de l'accueil donc du vice-président de la Commission européenne en charge de l'emploi, de la croissance, des investissements et de la compétitivité. Arrivé donc à Lomé dans le cadre du forum Togo-UE. Plusieurs ouvrages réalisés dans le cadre du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, viennent d'être réceptionnés. Ces infrastructures ont été réalisées dans 4 quartiers de la préfecture d'Aguanivé avec près de 156 millions de francs CFA. Ces ouvrages ont permis à ce montant donc a permis à l'ANADEB de construire ces ouvrages socio-économiques de base. Les précisions et la découverte de ces ouvrages avec Edem Soussoupo. Disons merci à Madame le ministre. Aoussa Zongo, Vakosito, Demapoué et Apoué. Ils sont 4 quartiers de la préfecture d'Aguanivé à bénéficier des ouvrages socio-collectifs de base, des infrastructures marchandes, d'eau et d'assainissement. Les quartiers d'Aoussa Zongo et de Vakosito ont chacun été dotés de 2 hangars de type cantonal, d'un forage photovoltaïque, d'un bloc de latrine et d'un magasin de stockage. Dans le quartier de Demapoué, un forage photovoltaïque, un bloc de latrine et à Coin, un bloc de latrine. C'est une première phase dans le PUDC. Nous avons réalisé un partenariat pour mettre en œuvre ces infrastructures. À Lomé, c'est dans 13 localités, dans 13 quartiers que nous sommes intervenus. Et donc, nous avons pour ce partenariat-là achevé ce que nous devrions faire en termes de réalisation d'ouvrage, mais également en termes de formation. Tel que nous l'avons dit, il y a eu des renforcements de capacité pour permettre aux bénéficiaires de ces ouvrages-là de s'en approprier. Donc, près de 156 millions de francs CFA ont servi à réaliser ces ouvrages qui enchantent les bénéficiaires. Le monde est en train de voir ce qui est en train de se passer. Du doigt, on touche la réalité. C'est une joie intense qui m'anime parce que avant, si vous rentriez dans ce marché, vous ne pourriez même pas, les odeurs nauséabondes et puis la boue et la façon dont les femmes étaient disposées pêle-mêle, qui n'avaient pas de hangar. Le chef de l'État, dans sa politique sociale et sa politique pour que le bien-être soit du côté des femmes, a su nous faire ces hangars. Il y a le magasin qui est devant moi, il y a aussi les latrines, puisque les femmes allaient dans la brousse à côté. Ces infrastructures ont été financées par le Japon et pilotées par le PNUD à travers le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Ces ouvrages vont permettre de réduire les inégalités au niveau des quartiers et de contribuer à l'épanouissement des populations bénéficiaires. Face à la persistance des inégalités de développement et à l'incidence de la pauvreté chez la femme et les jeunes, l'une des réponses fortes du chef de l'État a été l'adoption par décret pris en Conseil des ministres le 13 janvier 2016, l'adoption du programme d'urgence de développement communautaire PUDC
Un programme qui cible les populations pauvres vivant dans les zones peu ou mal desservies par les interventions de l'État. Ce programme a pour objectif d'accélérer significativement l'accès des populations à des infrastructures, équipements et services socio-économiques de base, répondant à leurs besoins prioritaires et ayant un impact tangible sur leurs conditions de vie. Au total, plus de 2,114 milliards de francs CFA, dont plus de 455 millions de francs CFA dans la région maritime, ont été investis à travers l'accompagnement de l'ANADEB dans le contexte du PUDC. En dehors du Grand Lomé, ANADEB a mis en place 3 marchés de type préfectoral à Guérin-Kouka, Elavagnon et Blita, 3 maisons de la femme à Kara, Sotoubois et à Notien, et une maison des jeunes à Mango. Les populations de Kounioou dans la Kébou ont elles aussi reçu des ouvrages sociaux collectifs de base. Il s'agit d'une infrastructure scolaire dotée de mobilier et bien d'autres pour renforcer la capacité opérationnelle du lycée de la localité. Le compte rendu avec Sylvain Abdou sur place. Des ouvrages socio-collectifs réalisés au grand bonheur des populations à la base pour améliorer leur minimum vital commun. À Kounioou dans la Kébou, c'est cette infrastructure scolaire qui a été construite pour réduire le problème d'effectifs pléthoriques dans les salles de classe du lycée. Le bâtiment est équipé de mobilier et muni d'un bloc de latrine et d'un forage photovoltaïque pour soulager élèves et corps enseignants en matière d'hygiène et d'assainissement. Un engagement du chef de l'État pour améliorer la qualité de l'éducation au Togo. Nous souffrions de problèmes de locaux. Aujourd'hui, nous avons les 3 salles là, ça nous a arrangé beaucoup de choses. Le chef de l'État, c'est lui qui est à la base. Sans lui, le bâtiment ne serait pas ici. Donc nous le remercions du fond du cœur. Le peuple à Kébou, les élèves, les professeurs, le proviseur, nous tous, nous le remercions. Ces ouvrages socio-collectifs de base sont réalisés par l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, dans le contexte du programme d'appui aux populations vulnérables, PAPV, une politique pour renforcer l'éducation inclusive. Dans le PND, c'est émis clairement qu'on devait quand même renforcer le développement social et l'inclusion et l'inclusion sociale. Et donc, en faisant ça, le Togo voudrait achever l'objectif 4 des ODD auquel il est parti. Et donc, c'est pour cela qu'on continue toujours par mettre en place ces infrastructures socio-communautaires de base pour permettre aux populations de pouvoir quand même s'épanouir et aussi assurer aussi leur mieux-être. L'inauguration de cette infrastructure marque donc son opérationnalisation, expression de cette remise des clés aux responsables du dit établissement par le ministre en charge de la culture qui a exhorté les parents à soutenir l'éducation des enfants. Que veiller à l'éducation des enfants, c'est se constituer un patrimoine immatériel, certes, mais inestimable, inaltérable et transmissible ab intesta de génération en génération. Chers parents, investissez dans l'éducation de vos enfants et vous serez amassés un immense et inaltérable trésor sur cette terre et dans l'éternité. Ces populations ont remercié le chef de l'État pour son engagement et son leadership en matière d'éducation et surtout pour sa politique de paix, de développement et de croissance économique. Et puis les journalistes découvrent le fonctionnement du secteur cotonnier au Togo. Une formation pour leur permettre d'apporter plus de visibilité aux activités du dit secteur. Le compte rendu avec Yasmine Kodia. Les professionnels des médias veulent s'orienter vers les bonnes sources d'informations sur la filière cotonnière. Journalistes de la presse écrite, de l'audiovisuel et de la presse en ligne sont ici pour découvrir la Fédération nationale des groupements des producteurs de coton en vue de son accompagnement.
C'est une formation qui est déterminante dans ce que nous faisons. Nous produisons des articles généralement sur filière agricole. La fédération, nous ne la connaissions pas vraiment. Nous avons quelques idées, mais cette formation nous a plus outillés sur la fédération, qui sont les acteurs de la filière coton, comment ils sont organisés. Aujourd'hui, le président doit passer la main dans les jours à venir et il a voulu profiter des médias pour exposer ce qu'il a fait. Sur le plan national, ça rentre un peu dans le PND, ce qui veut dire que la production cotonnière nourrit environ 2 500 000 Togolais. Les explications que les responsables ont données aujourd'hui prouvent à suffisance que nous sommes des personnes maîtresses. Maintenant, les producteurs sont sur le terrain. Il faut qu'ils soient également informés que c'est cela et qu'ils soient intéressés à la chose. La seule manière de le faire, c'est que la presse s'approprie. Les échanges bien nourris entre les acteurs de la FNGPC et les professionnels des médias ont permis aux participants d'être aguerris et mieux éclairés sur les efforts des producteurs à la base. Nous allons parler de la genèse des coopératives, comment la fédération est organisée et comment il fonctionne, et essayer de voir quels sont les partenaires avec qui ils travaillent et leurs relations au sein de l'État, et on verra le bilan de l'activité du conseil d'administration actuel. C'était de bon ton qu'on organise cet atelier pour leur expliquer comment le système cotonnière se déroule dans le pays. Première culture de rente, première culture industrielle et quatrième produit d'exportation, le coton joue un rôle primordial dans l'économie togolaise selon la FNGPC. La production est passée de 28 000 tonnes de coton graines à 80 000 tonnes en 2012 et pour le compte de la campagne 2018-2019, de 137 000 tonnes à 117 000. L'occasion a permis à la fédération de faire la restitution de ses activités à la fin de ses 7 ans de mandat. Des mécanismes sont mis en place pour agrandir les objectifs pour atteindre les 200 000 tonnes de coton d'ici à 2022. L'Indonésie s'ouvre au Togo. Les opérateurs économiques togolais sont entretenus sur les avantages qui leur seront offerts lors de la 34e foire internationale indonésienne. Le but est donc de développer le partenariat commercial entre le Togo et ce pays. Les précisions avec Karine Olanlo. Les opérateurs économiques togolais sont formés sur les opportunités que leur offre l'Indonésie pour exposer leurs produits à sa 34e foire internationale. Ce rendez-vous d'échange commercial prévu pour se dérouler du 16 au 20 octobre prochain à Tangerang vise à développer les échanges commerciaux entre l'Indonésie et plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo. Pour les autorités indonésiennes, le Togo représente une belle opportunité en termes d'échange commercial. So the meeting is about, actually we are from the Indonesian embassy and we are from the trade office section. Nous sommes là principalement pour voir tout ce que le Togo a comme produit et qui peut être bénéfique pour nous les Indonésiens, parce que nous pensons que le Togo représente une belle opportunité, une aubaine en Afrique de l'Ouest et particulièrement pour les pays qui sont des pays francophones. Notre expectative, c'est de voir tout ce que les Togolais ont comme produits. Nous voulons les avoir, les voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrons l'exporter vers l'Indonésie et aussi nous présenter, parce que nous faisons partie de l'ambassade. L'Indonésie est la plus grande économie des pays de l'Asie du Sud-Est. Sa volonté de s'ouvrir au Togo constitue donc un bon départ pour un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Une foire est très importante. Lorsque on va voir comment au niveau des foires à l'étranger, les opérateurs économiques étrangers s'organisent, on revient renforcé. Et pour cela, je tiens à dire que la direction indonésienne est une bonne direction pour que les Togolais puissent diversifier leurs affaires.
Et je tiens à dire aussi que les autorités indonésiennes et togolaises ont travaillé pour la suppression du visa entre les deux pays. C'est une très bonne chose pour les opérateurs économiques togolais en vue d'aller rapidement en Indonésie sans problème. Le secteur clé que les Togolais pourraient vraiment bénéficier en allant en Indonésie, c'est dans le cadre de l'agro-industrie, des énergies renouvelables et de l'industrie, la petite industrie. Après cette session d'information, les autorités indonésiennes vont s'entretenir individuellement avec les opérateurs économiques ici présents, histoire d'explorer les opportunités et attentes des deux parties. Place à présent au journal du forum, le forum Togo-UE qui s'ouvre demain jeudi donc à Lomé avec Esther, le journal donc avec Esther Laclé. Esther, bonsoir. Bonsoir Anita, mesdames, messieurs, bonsoir. Le Togo vit cette semaine un des plus importants événements économiques de son histoire, à savoir le Forum économique Togo-Union européenne qui s'ouvre demain. Les derniers réglages avant l'ouverture avec Augustin Kossi. Une salle aux couleurs d'un événement inédit. Le tout premier forum économique Togo-Union européenne. Un rendez-vous d'opportunités, une rencontre économique dédiée au secteur privé togolais en vue du financement de ces projets structurants par les investisseurs européens. Un podium artistiquement et richement décoré et une salle aux mille couleurs. Un décor qui illustre de fort belle manière la vision des plus hautes autorités du pays à faire du Togo un hub logistique de premier ordre et un centre d'affaires par excellence dans la sous-région. De tous côtés, l'on s'active pour les derniers réglages. Dans cette salle plénière de l'hôtel le 2 février, la désormais tribune des grandes rencontres internationales à Lomé, le gouvernement togolais s'allie à son secteur privé pour nouer de fructueux partenariats avec les hommes d'affaires européens. Et c'est à partir de ce 13 juin, début du Forum économique Togo-Union européenne pour 2 jours. Plus de 400 opérateurs économiques issus des milieux d'affaires européens, de la diaspora et du secteur privé togolais se donnent rendez-vous ici pour le financement du plan national de développement PND 2018-2022. Environ 130 projets bancables sont mis en jeu. Une grande cérémonie inaugurale donnera le ton aux activités qui vont être ponctuées par des B2B et des panels de haut niveau. Le Forum économique Togo-Union européenne, c'est du 13 au 14 juin à Lomé. Et l'ouverture des travaux de ce forum sera retransmise en direct sur votre chaîne, la télévision togolaise. Le Forum économique Togo-Union européenne s'ouvre donc demain. En prélude à cette rencontre, le Togo mobilise des investisseurs et partenaires autour de sa stratégie nationale d'électrification. On en parle avec Prudence Zisso. L'accès à l'énergie pour tous d'ici à 2030, le Togo s'y investit et met les bouchées doubles pour atteindre cet objectif. Le pays dispose depuis juillet 2018 d'une stratégie nationale d'électrification inscrite en bonne place dans le plan national de développement PND. L'heure est aujourd'hui à la mobilisation des ressources auprès des partenaires et investisseurs pour atteindre 100% de taux de couverture en électricité dans 10 ans. C'est justement ce qui concentre les attentions à Lomé entre investisseurs, secteur privé, développeurs de projets, partenaires techniques et financiers et le ministère des Mines et des Énergies. Les enjeux de la stratégie nationale d'électrification du Togo présentés ici en détail. Nous, en tant qu'ARE, on est là pour représenter et amener le secteur privé pour renforcer les capacités ici et travailler ensemble, évidemment, avec les entreprises togolaises pour électrifier le Togo d'ici 2030 au plus tard, je dirais. Donc, accélérer largement le taux actuel qui est déjà bien. On a déjà fait beaucoup de progrès, mais je pense qu'il faut encore donner un petit coup de plus en plus et la stratégie qui a été présentée ce matin montre que les choses vont dans le bon sens. Nous adhérons absolument
à ces initiatives, bien sûr, nous ne pouvons pas prendre en charge tout ce qui est planifié. Nous avons aussi des financements prêts. Nous avons installé un système de RBF, Results Based Financing, qui s'adresse surtout aux opérateurs économiques togolais de développer les marchés. Cette approche est conçue sur un partenariat public-privé. Il est prévu le déploiement de 600 000 kits solaires individuels, 12 000 localités seront électrifiées. Depuis le lancement de la stratégie, le taux d'électrification est passé de 40 à 45% entre 2017 et 2018. Près de 15 000 ménages ont été électrifiés en un an, mais le défi est encore grand. En ce qui concerne le marché mini-réseau, le Togo devra mobiliser plus de 50 milliards de francs CFA pour l'installation de 317 mini-réseaux en faveur des populations dans les zones rurales. L'objectif du gouvernement, c'est d'apporter certes la lumière à partir des mini-réseaux dans les localités, mais c'est également développer l'économie de ces localités. Donc dans ce cadre-là, la structuration du projet que nous avons élaboré est une structuration d'intégration de beaucoup de secteurs, notamment le secteur d'agriculture, le secteur de l'économie numérique, le secteur de l'eau et j'en passe. Donc tout ça, nous avons voulu discuter avec les acteurs clés de ce domaine-là pour que très prochainement, l'appel d'offres que nous allons lancer pour la réalisation de ces projets puisse avoir leur adhésion. À ce panel, l'attention a été également focalisée sur les opportunités et les défis du marché des systèmes hors réseau et mini-réseau au Togo. Les investisseurs savent désormais comment accéder à ce marché et le rôle de l'investissement privé. Un tout autre secteur qui sera à la une au cours de ce forum, l'agriculture. L'axe du PND vise à développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive au Togo entre 2018 et 2022. Alors pourquoi, en tant qu'entrepreneur, vous devez investir dans le secteur agricole au Togo? Luc Assi nous répond. Les agropoles constituent des zones de fortes activités agricoles, concentrant la production, la transformation, la distribution et le commerce tout en impliquant la logistique et la finance. Elles créent donc des chaînes de valeur qui permettent à tous les acteurs du secteur agricole de rentabiliser leur investissement. C'est à ce titre que le gouvernement a mis en place le programme de développement des agropoles au Togo Prodat pour s'inscrire de plein pied dans la transformation agroalimentaire. Pour y arriver, la construction de l'agropole de la Kara est actée pour la phase pilote de ce projet. Environ 104 milliards de francs CFA sont nécessaires pour sa réalisation et le secteur privé togolais est fortement sollicité pour la mobilisation de ce fonds. Dans le cadre de la stratégie de développement des agropoles, le gouvernement commence la mise en place du tout premier agropole pilote, celui de Kara. Et sur cet agropole, il y a des investisseurs qui ont commencé par travailler sur leur projet pour la transformation du poulet, sur la transformation du poisson, mais il y a aussi des investisseurs qui sont prêts à commencer d'ici la fin de l'année l'installation des souffleries pour le sésame. Le Togo offre l'opportunité d'avoir une diversité de zones agroécologiques qui permet de cultiver une grande quantité de produits agricoles de manière diversifiée, dont les rendements économiques sont très élevés par rapport à la moyenne. On a par exemple des rendements moyens d'anacarde qui sont de moyenne élevée par rapport aux premiers producteurs d'anacarde que la Côte d'Ivoire et les autres pays asiatiques. On a des rendements de sésame, des rendements économiques aussi et supérieurs. On a la possibilité de faire de la substitution à l'importation d'un certain nombre de produits qui peuvent être cultivés ou produits localement. L'implication effective des opérateurs économiques dans la réalisation des 3 agropoles définis leur permettra de pallier l'insuffisance de leur présence dans le secteur agricole. C'est aussi le partenariat public et privé qui sera renforcé pour faire de l'agriculture le socle de l'émergence du pays.
Nous avons une diversité agroécologique qui offre la possibilité de produire plusieurs spéculations. Nous avons une connectivité portuaire qui est la première en Afrique de l'Ouest. Nous avons une facilité de transport et de transaction des matières d'échange jusqu'aux ports qui sont les plus compétitives sur l'espace ouest africain. Le Togo est une porte d'entrée dans un marché sous-régional de plus de 300 millions d'habitants. Le Togo est dans une stratégie assez ambitieuse de transformation des infrastructures, a une stratégie pour la transformation des potentialités agricoles, toutes choses égales par ailleurs. Lorsque la stratégie est claire, l'ambition est assez affirmée et que la détermination et l'engagement du gouvernement est affirmé sous le leadership du chef de l'État, il va sans dire que les investisseurs ont toutes les clés en main pour opérer efficacement au Togo. Un environnement propice à l'investissement et des mesures fiscales incitatives sont créées pour susciter l'adhésion des investisseurs aux multiples opportunités qu'offre aujourd'hui le secteur agricole, dit secteur porteur au Togo. Avec la réalisation des agropoles, les chaînes de valeur seront plus mises en exergue avec une place importante réservée au secteur privé, surtout à l'heure où on parle du plan national de développement PND 2018-2022, dont l'axe 2 est dédié à l'agriculture et à la transformation des matières premières. Le forum économique Togo-Union européenne qui se tient à Lomé est une belle occasion pour les hommes d'affaires étrangers d'investir dans ce secteur prometteur. Ceci pour une transformation structurelle de l'agriculture afin d'impacter positivement la croissance économique du pays, créer de l'emploi aux jeunes et faire reculer la pauvreté. Et en marge de ce forum, des initiatives se multiplient en faveur du climat des affaires au Togo. Le nouveau code des investissements vient d'être adopté à l'Assemblée nationale, un test qui a tout pour séduire les investisseurs. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes nous en parle. Le de recettes a œuvré et a pu parvenir à une mobilisation substantielle de recettes pour le gouvernement et pour le contribuable d'une façon générale a contribué à la facilitation de tous les systèmes de paiement des contribuables, ce qui a allégé considérablement les procédures. Et s'il vous souvient que l'Office togolais de recettes, sous l'impulsion du ministère de l'Économie et des Finances, a procédé à la révision, à l'actualisation, à la simplification du code des impôts et des douanes qui ont été adoptés au cours de l'année 2018. Donc cette simplification fait de notre code des douanes et des impôts l'un des codes les plus modernes de l'Afrique de l'Ouest, avec des avantages assez substantiels qu'il accorde aux investisseurs. Et surtout en termes d'allègement des procédures. Et il nous souvient que nous sommes passés de 29 différentes taxes à une quinzaine, et avec le taux de réduction d'un certain nombre d'impôts. Par exemple, le taux de l'IS est passé de 29 à 27. Et notre objectif est de venir à très court terme à 25%, ce qui fait une référence dans la sous-région. Également, en matière de ces réformes, de servir un service de qualité aux différents contribuables, l'Office togolais des recettes a essayé d'adapter à chaque contribuable les moyens de ses paiements pour que chacun puisse, selon ses possibilités, ses capacités, puisse utiliser le créneau qui l'intéresse ou qui est le moins coûteux pour eux pour accéder à ces paiements. Ainsi, nous avons les paiements en ligne où les grandes entreprises peuvent se connecter de leur propre système pour procéder au paiement et même pouvoir attacher tous les documents nécessaires au paiement. Donc nous avons les déclarations en ligne qui concernent un certain nombre de grandes entreprises au niveau des douanes par exemple, et qui peuvent de leur bureau pouvoir attacher et faire toutes les déclarations. Nous avons les paiements en ligne, non seulement les déclarations, les paiements en ligne où les grandes entreprises peuvent facilement se connecter et le faire. Mais nous nous intéressons également aux petites entreprises et moyennes avec les paiements mobiles
Donc mobile payment, où les gens à partir de petits montants peuvent également utiliser ces moyens de paiement. Et donc nous avons également mis à contribution les différentes banques sur place à partir desquelles chaque contribuable peut payer. Donc tout ceci contribue non seulement à faire gagner du temps aux contribuables et également à réduire les coûts connexes qui sont liés au paiement des impôts. Avec tout cela ajouté à la simplification des procédures, à la réduction des différents taux de paiement, le taux de l'IS, et à la réduction des différents types d'impôts à payer. Nous pensons que tout ce package ensemble, simplification des procédures, réduction du nombre d'impôts à payer, réduction des taux et également allègement des procédures de paiement et l'adaptation de ces produits selon les possibilités, les moyens de chaque entreprise, ceci contribue effectivement à booster, à alléger la charge aux hommes d'affaires, aux entreprises, et donc cela contribue également à la prospérité de leurs affaires. C'est un coût d'investissement très moderne qui accorde des avantages assez substantiels à tout investisseur, qu'il soit national ou étranger, sur le territoire togolais. Et parmi ces avantages, il y a un certain nombre d'exonérations accordées par rapport au type d'investissement que l'entrepreneur voudrait faire et par rapport au montant des investissements, et sur une certaine durée, d'en moyenne de 5 ans, et sur lesquels un certain nombre d'allégements substantiels seront accordés. Le code vise également non seulement la promotion des investissements, mais également la création des emplois. Et donc, est-ce qu'un certain nombre de mesures substantielles également seront accordées aux entreprises qui investiront et qui pourront permettre la création des emplois. Également, les territoires, la couverture du territoire national est également concernée. Donc, selon la zone d'investissement sur lesquels, en tout cas, où l'entreprise voulait s'asseoir, peut également avoir un certain nombre d'avantages liés à la zone géographique d'implémentation de la structure, que la structure soit industrielle ou des services ou des prestations de services ou commerciales. En dehors de ces avantages que confère le coût des investissements, nous avons l'environnement des infrastructures qui ont été mis en place un certain nombre d'années, sur lesquelles toute entreprise, tout investisseur pourra pouvoir capitaliser, et que ces investissements pourraient être un levier important pour les investissements. Sans aussi oublier la situation géographique de notre pays, qui sert de couloir à l'entrée sur un immense marché sous-régional de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans un pays très réformateur. Il vous souvient que le Togo est dans les top 10 des pays les plus réformateurs. Et nous avons pu constater également les paliers franchis par le Togo dans le cadre de Doing Business. Donc choisir le Togo, c'est choisir une destination stable, politiquement, socialement stable, et dans un pays réformateur, tourné vers les réformes qui accordent un certain nombre d'avantages à tout investisseur, mais également s'installer au Togo, c'est s'ouvrir sur un marché sous-régional immense. Bonsoir à Lomé du vice-président de la Commission européenne en charge de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité, Jelki Katainen. Il a été accueilli à l'aéroport international Gnazingbe Yadema par le ministre Kodjo Adede en charge du commerce et de la promotion du secteur privé. Le vice-président est à Lomé dans le cadre du forum Togo UE qui s'ouvre demain jeudi 13 juin à l'hôtel de février, et l'ouverture des travaux sera retransmise en direct sur la télévision togolaise. Merci Anita, ce sera tout pour ce soir. Merci Esther, et on se retrouve demain pour un autre journal du Forum.
Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, président de la Commission nationale du Hajj, informe les personnes désireuses d'effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam que la fin des inscriptions initialement prévues pour le lundi 10 juin 2019 est prolongée au jeudi 20 juin 2019. Par ailleurs, il rappelle aux personnes déjà inscrites que les vaccinations et l'établissement des documents de voyage se poursuivent à la Direction générale de la documentation nationale, communément appelée service des passeports. Et voilà, c'est sur ce communiqué donc de la Commission nationale du Hajj que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.